2017, au second tour des élections présidentielles, le dimanche 7 mai, 25,44% des électeurs, soit 12 millions de personnes, se sont abstenus de voter. 2 millions de plus que le premier tour, 2 semaines auparavant. Ce taux record n'a jamais été aussi haut dans l'histoire des élections présidentielles. On peut donc se demander quelles sont les variables socio-économiques explicatives de la non-participation électorale. On pourra expliquer d'abord qu'il existe une relation de causalité entre le degré d'intégration sociale et le taux d'inscription sur les listes électorales, puis que le degré d'intégration familiale et associative influe sur le taux de participation électorale, que le degré d'intégration professionnelle peut ensuite influencer la participation électorale et créer un sentiment de compétence politique, que l'on peut par la suite rattacher au rôle du capital culturel présenté par Pierre Bourdieu. Enfin, on fera un lien entre ce sentiment de compétence politique et le sens caché de Daniel Gaxi. Émile Durkheim désignait l'intégration sociale comme l'insertion d'un individu dans un groupe, génératrice de liens sociaux, économiques et politiques entre les personnes qui composent la société. La mise en œuvre du lien social passe par ce que l'on appelle les instances de socialisation, qui sont les lieux où naissent et s'entretiennent les liens sociaux, permettant ainsi l'intégration sociale. Nous verrons un peu plus tard avec Ariane que le degré d'intégration familiale et associative influencie sur le taux de participation électorale, mais maintenant est à l'heure de parler plus généralement du rôle de l'intégration sociale sur l'inscription sur les listes électorales. D'après les travaux de Pierre Bréchon, il paraîtrait qu'une faible intégration constitue un facteur permanent de l'abstention et de la non-inscription sur liste électorale. Au fur et à mesure que les individus entrent dans la vie active et sont insérés dans les responsabilités familiales et sociales, ils votent davantage. Le taux de participation électorale baisse à partir de 70 ans, avec le retrait de la vie active, la moindre sociabilité et les problèmes de santé. Mais le taux d'abstention varie aussi selon les catégories socio-professionnelles et les niveaux de diplôme. Les cadres et les professions libérales votent beaucoup plus que les ouvriers. Les chômeurs et personnes à emploi précaire s'abstiennent plus souvent. Plus on a un statut social bas, plus on tend à s'abstenir. Statut social et diplôme vont alors mener les individus concernés à développer une moindre confiance en soi, estime de soi, et les menant ainsi justement à ne pas s'inscrire sur liste électorale. Par ailleurs, selon des enquêtes récurrentes du Cevipof, les 2/3 des Français votent comme leurs parents et cette proximité est encore plus forte entre époux. Si un parent n'est pas inscrit sur liste électorale, il y a plus de chances que sa progéniture ne soit pas inscrite non plus. C'est ce qu'on appelle l'héritage politique. Ce graphique représente le taux d'inscription sur liste électorale en fonction du diplôme et de l'âge. On remarque qu'il y a une tendance générale de croissance du taux d'inscription selon l'âge. Cela peut s'expliquer par la rencontre de nouvelles personnes, l'intégration de nouvelles normes et valeurs, l'intégration dans un nouveau groupe social, de nouvelles opportunités professionnelles qui font que l'individu va acquérir de la maturité, de la confiance en soi et va ainsi se forger une réelle opinion politique. Mais on remarque également surtout qu'une courbe est largement inférieure aux autres, il s'agit de celle des individus sans diplôme, et cela vient donc bien renforcer ce que l'on vient de dire précédemment. Donc on remarque que la part d'inscrits dans la tranche d'âge de 30-34 ans des individus sans diplôme est d'environ 57%, alors que pour le même âge, la part d'inscrits des personnes possédant un diplôme supérieur au baccalauréat est d'environ 90%, soit à peu près 1,5 fois plus. Ainsi, très généralement, le degré d'intégration sociale entretient une relation de cause à effet avec le comportement électoral, plus particulièrement avec le taux d'inscription sur liste électorale. 2 facteurs peuvent influer sur le taux de participation électorale. Le taux de participation électorale étant le rapport entre le nombre de suffrages exprimés, blancs et nuls compris, et le nombre d'inscrits sur les listes électorales. Cependant, il sous-estime les électeurs potentiels et n'indique donc pas parfaitement le taux réel de participation. Un premier facteur qui pourrait avoir son importance est la situation familiale des votants potentiels. Par exemple, intéressons-nous aux familles ayant des enfants. En 2011, au Canada, dans tous les types de familles, la présence d'enfants a été négativement associée au taux de participation électorale, et tout particulièrement chez les parents seuls. En effet, nous pouvons voir sur ce graphique que selon l'EPA, enquête sur la population active,
Seulement 36% des parents seuls qui ont des enfants de moins de 5 ans ont voté, alors que 60% des couples ayant des enfants de moins de 5 ans sont allés voter. Ainsi, les personnes ayant des enfants en couple ou mariées vont beaucoup plus voter que celles divorcées ou ayant un statut de parents seuls. Les données de l'enquête Participation 2017 de l'INSEE permettent de plus de vérifier à nouveau que les électeurs votent plus fréquemment s'ils sont en couple. Lors du premier tour de la présidentielle, l'abstention est d'environ 20% chez les divorcés et 13% chez les mariés, soit une différence de 7,2%. De même, les veufs sont la catégorie la plus abstentionniste avec un taux d'abstentionnisme de 32,4%. Ainsi, les personnes étant mariées ou pacsées ont un taux d'abstention plus faible que les personnes divorcées ou veuves, donc ont un taux de participation électorale plus conséquent que ces dernières. Un second facteur qui peut influer sur le taux de participation est l'intégration associative. L'adhésion à une association dénote une implication dans la vie citoyenne plus importante. La participation à la vie associative s'accompagne d'un engagement citoyen plus élevé. Ainsi, parmi les adultes inscrits sur les listes électorales à caractéristiques sociodémographiques identiques, la probabilité d'avoir voté aux élections législatives de 2012 est 1,8 fois supérieure pour les membres d'associations. Quelle que soit la nature de ces domaines associatifs, pratique d'une activité culturelle, sportive, convivialité, défense de droits ou d'intérêts, la participation des adhérents à ces élections reste très supérieure à celle des non-adhérents. Elle est d'autant plus élevée que les adhérents participent régulièrement aux activités associatives. Cette plus forte participation électorale traduit sans doute de la part des membres d'associations un intérêt accru à la vie publique et citoyenne sous toutes ses formes. Cependant, les degrés d'intégration sociale et familiale ne sont pas les seuls facteurs influant le taux de participation électorale. L'intégration professionnelle joue elle aussi un rôle important dans le comportement des électeurs. Ces variables, appelées variables lourdes du comportement électoral, appartiennent au sous-ensemble des variables socio-économiques. Elles rendent l'orientation électorale relativement prévisible. En fonction de ces dernières, la probabilité est plus ou moins forte de voter à droite ou à gauche, mais aussi de voter ou de s'abstenir. En effet, on remarque que différents facteurs influencent le vote. Penchons-nous sur le cas des études. Elles ont en effet un impact important. On le voit par exemple sur la partie supérieure de ce diagramme en bâton. Les diplômes font toute la différence. On observe que 25% des actifs de 25 ans ou plus, sans diplôme, inscrits sur les listes électorales, se sont abstenus à tous les tours aux élections présidentielles et législatives de 2017, contre seulement 8,2% des actifs ayant un niveau supérieur au bac. De plus, la culture entretient un lien étroit avec les études, puisque les personnes ayant reçu peu d'éducation ont par conséquent peu de culture politique. L'approfondissement de certains sujets, notamment politiques, se faisant dans les études supérieures, leur manque de connaissances les empêche alors de comprendre ce qu'il se passe dans la sphère politique. Elles ne perçoivent donc pas l'intérêt d'aller voter. Similairement, les études permettent l'accès à une certaine classe socio-professionnelle qui indique notre intégration dans la société et qui détermine aussi notre revenu. Elle influe donc sur notre implication dans la vie politique de notre pays. Comme on peut le voir sur le diagramme en bâton de Ipsos Teria, les abstentionnistes sont en majorité des ouvriers. On observe que sur 100 non-votants, 69 sont des personnes appartenant à la classe ouvrière, tandis que seulement 50 sont des cadres. De même, les études statistiques de Ipsos Teria comparant les salaires et l'abstention rejoignent celles des classes socio-professionnelles. 70% des personnes gagnant moins de 1 250 € ne votent pas, contre seulement 50% pour celles gagnant plus de 3 000 €. Ce type d'électeurs, appelés abstentionnistes, se distingue en plus grand nombre au sein des classes populaires disposant d'un faible niveau d'instruction ou parmi des catégories en difficulté d'insertion sociale. Ils ne se reconnaissent pas au sein du jeu politique et se sentent incompétents. Leur manque de repères débouche sur un rejet d'ensemble de la classe politique et des mécanismes de désignation par le vote. On parle alors de sentiment d'incompétence politique. Au contraire, la compétence politique est le sentiment que les individus ont de connaître et de comprendre la vie politique, ainsi que de donner leur opinion sur les débats qui en découlent. Comme nous le verrons par la suite, Daniel Gaxier Bourdieu considère que l'abstention peut être appréhendée comme la manifestation d'un sentiment d'incapacité à comprendre les débats et enjeux des élections. Ce sentiment de compétence politique évoqué par Eva peut être intimement relié au capital culturel selon Bourdieu. En effet, rappelons tout d'abord que le capital culturel est l'ensemble des ressources culturelles détenues par un individu et qu'il peut mobiliser. Savoir, savoir-faire, compétences, maîtrise de la langue et des arts. Pour Bourdieu, il peut prendre 3 formes. Celle des biens culturels qu'un individu possède, comme un livre, des œuvres d'art.
celle des compétences culturelles attestées par des diplômes scolaires, bac, brevet. Et enfin, il peut exister à l'état incorporé, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'individu lui-même, en tant que disposition apprise lors du processus de socialisation et qui sont mises en œuvre lors de différentes activités. Consommation de biens culturels comme une pièce de théâtre, échanges langagiers à l'école, activités extrascolaires ou encore votes électoraux. Ainsi, c'est au cours de cette socialisation primaire et secondaire qu'un individu va se créer un certain bagage culturel selon l'enseignement qu'il aura reçu, les normes et valeurs qui lui auront été inculquées, l'accès qu'il aura eu à l'information ou encore l'implication qu'il aura montrée envers la politique par exemple. Plus il aura été informé, plus son capital culturel s'épaissira et plus il se sentira capable, apte à émettre son opinion, prendre la parole, voter, agir politiquement et développer très légitimement un certain sentiment de compétence politique. La politisation, définie comme attention accordée au fonctionnement du champ politique, dépend fondamentalement du degré auquel les agents sociaux ont le sentiment de se retrouver dans le déroulement des événements politiques, donc de leur trouver un sens. Tel est le constat dressé par Daniel Gaxi dans son ouvrage Le sens caché, paru en 1978. L'auteur conduit une enquête sociologique sur la politisation, qui va exclure l'idée d'une compétence politique universelle. Il en viendra à la conclusion que la politisation est soumise à des facteurs socioculturels qui altèrent le comportement électoral et par conséquent la capacité à exprimer une opinion politique. Le sens caché étant la conséquence de la politisation, c'est ainsi que Gaxi fait le lien entre compétence politique et sens caché. Dans son œuvre, il met en lumière le fait que les citoyens n'accordent pas la même attention au fonctionnement politique selon leur sentiment de leur compétence à ce sujet. Il parle même de phénomène d'auto-exclusion. Il met également en évidence le recul de l'indifférence politique lors des périodes de politisation. Convaincus de leur incompétence, les agents habituellement les plus indifférents se limitent aux aspects les plus immédiats de la compétition électorale, de telle sorte qu'un même événement, par exemple un débat, peut être perçu de manière très différente, partisane, neutralité, conformisme, rejet, etc. Les élections, écrit Daniel Gaxi dans Le sens caché, constituent un cas supplémentaire d'imposition d'une problématique et d'un langage emprunté au champ politique à des agents sociaux inégalement préparés à les maîtriser. L'intérêt du personnel politique cantonne alors la majorité des citoyens dans un rôle de spectateur. Daniel Gaxi oppose le sens caché découlant de la professionnalisation de l'activité politique dans les démocraties modernes à la participation de toutes les classes de la société, excepté les esclaves, les femmes et les enfants, dans la démocratie athénienne. Ainsi, pour conclure, il existe plusieurs facteurs qui peuvent impacter la non-participation électorale, des facteurs sociaux, familiaux, associatifs et professionnels. Les facteurs professionnels peuvent être par ailleurs rattachés au rôle du capital culturel de Bourdieu et au sens caché de Gaxi. Quant aux élections présidentielles de 2022, elles pourraient être fortement impactées par la crise du coronavirus et présenter un taux d'abstentionnisme encore plus important ou, à contrario, pousser les Français à voter pour le candidat qu'ils jugent compétent afin de sortir de la crise.